bonjour à tous. Merci au Réexo pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler de la notion de parcours, comment elle est venue, d'optimisation du parcours. Et puis, je vais revenir sur des choses qui ont été évoquées précédemment par Claude Écoffé sur le rôle central que devraient, et pour moi, devront avoir les anesthésistes dans le futur. Alors, c'est vrai que la notion d'ambulatoire et de RAC, elles sont développées historiquement un peu en parallèle. Et on a mis un petit peu de temps à comprendre que finalement, il y avait beaucoup de points communs. On mettait le patient au centre de la procédure. Ça implique beaucoup d'intervenants, médicaux, paramédicaux, administratifs. Ça nécessite une organisation transversale. Et surtout, donc, elle s'organise autour de trois composantes. Une composante organisationnelle, et ça, c'est l'ambulatoire qui nous a permis vraiment de la développer et de la mettre en place. Une composante médicale, deux points, la médecine périopératoire. Et puis évidemment, tout ce qui concerne la composante interventionnelle, chirurgicale, c'est-à-dire le choix de l'intervention, le choix de ce qu'ils peuvent ou pas faire en péropératoire. Et tout ça donc va donner des procédures, des parcours. Et juste pour illustrer, il y a quelques années, il y avait un comité ambulatoire à l'ASFAR et il y avait un groupe RAC. Finalement, on les a réunis sous le terme de comité d'optimisation des parcours pour vraiment les regrouper. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc un parcours, c'est ça, on ne va pas les détailler, hein, c'est pas le sujet du jour. Mais clairement, là, je vous ai choisi une intervention que je trouve assez... qui se permet de bien comprendre, qui est la prothèse de genou. Juste pour rappel, actuellement, l'ambulatoire pour les prothèses de genoux, ça doit être autour de 1 à 2% en France. Alors, on va prendre deux cas. Clairement, ce patient a été opéré le matin d'une prothèse de genou. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas rentrer chez lui. On est d'accord. Bon, je veux bien que ça pourrait être Superman, c'est pas le cas. Des patients comme ça, chez moi, il y en a beaucoup, hein, à la montagne, hein, donc ils ont l'habitude. Donc voilà, chez nous, ça représente 40% de patients qui peuvent sortir comme ça le jour même. Par contre, celui-là, c'est la même intervention, il a eu le même parcours. Clairement, celui-là, on ne va pas le faire en ambulatoire. Il ne pourra pas sortir le jour même. Par contre, vous allez diviser par 2 sa durée d'hospitalisation et vous allez diviser par 2 sa morbidité en post-opératoire, uniquement en l'ayant fait rentrer dans ce parcours. Alors et puis même sa mortalité à 30 ou 90 jours. Donc clairement, c'est vrai que c'est moins spectaculaire que de voir une prothèse de genou qui fait du vélo le jour même, mais en même temps, en termes de santé publique, en termes médical, là, il y a vraiment une avancée et un projet intéressant. Et pour illustrer, toujours sur la prothèse de genou, je vous ai mis ici un certain nombre d'études de cohorte ou d'études de cohorte assurantielles et qui montrent toutes là que la PTG en ambulatoire, vous augmentez le risque infectieux, vous augmentez le risque de complications thromboemboliques, etc. Sauf la plus récente, il y en a peut-être une après, moi c'est la dernière que j'ai trouvée, elle date de 2023, et qui montre qu'en ayant mis en place une procédure d'optimisation du parcours, progressivement, vous voyez la morbidité diminuer, y compris bien sûr en ambulatoire, et retrouver des chiffres tout à fait compatibles à partir du moment où c'est bien adapté. Et donc là, il y a vraiment pour moi un message extrêmement important à faire passer, c'est que l'ambulatoire, mais la DMS d'une façon générale, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Et quand on a nos tutelles qui nous disent qu'il faut arriver à 80% d'ambulatoire, ça n'a aucun sens. Il faut arriver à 100% de RAC. Voilà, clairement. Et là, on verra effectivement un certain nombre de patients qui pourront sortir, qui pourront effectivement sortir en ambulatoire. Alors, c'est valable pour toutes les interventions. Là, je vous ai mis les recommandations. Il y a l'ASFAR, d'autres sociétés savantes comme Société d'Urologie, GRAS, le groupe GRAS, l'HAS, qui ont mis en place des protocoles pour à peu près tout le type d'intervention. Et puis, au bout du bout, on a ce programme de RFE qui avait été coordonné par Sébastien Bloch, qui est le tronc commun, en fait, à tous ces parcours chirurgicaux ou interventionnels. Et puis après, il n'y a plus qu'à rajouter les spécificités de chaque type d'intervention.
Alors, c'est peut-être là aussi parce que depuis, depuis le début de cette matinée, on a parlé de concepts différents. On parle d'un coup de MPO, on parle un coup de RAC, on parle d'ambulatoire, on parle d'optimisation des parcours. Donc je pense qu'il faut juste qu'on soit d'accord sur les définitions. L'objectif, c'est l'optimisation du parcours. C'est la maison à construire, l'optimisation du parcours. Pour ça, on va avoir un certain nombre d'outils qui sont la médecine périopératoire, et puis tout ce qu'on peut faire comme choix autour de l'acte interventionnel, pardon, et puis tout bien sûr l'aspect organisationnel. Et puis le mode d'emploi, c'est la RAC. Voilà. Donc c'est juste un problème de définition, parce que c'est vrai qu'on emploie un coup MPO, on emploie un coup RAC en mélangeant un petit peu. Je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord. L'objectif, c'est d'optimiser le parcours. Et nous, en tant qu'anesthésistes, l'élément le plus important, c'est clairement la médecine périopératoire. Et l'aspect organisationnel aussi, parce que là, on a un rôle important à jouer. Donc, l'optimisation des parcours, c'est moins de morbidité. Je vous ai mis qui a déjà, vous voyez, cette étude, cette méta-analyse qui date de 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans, et qui montrait déjà qu'avec les résultats, avec une diminution des durées moyennes de séjour, diminution de la morbidité non chirurgicale, et pas d'augmentation des réhospitalisations. Et ça, c'est valable d'une façon, là, je crois que c'était des colectomies, oui, c'est ça. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que le patient est âgé ou fragile. Vous avez cette étude, ce n'est pas un gros collectif, mais vous voyez la moyenne d'âge, autour de 80 ans. Ils ont fait donc un groupe, et c'est une étude prospective, un groupe, ils ont appelé Fast Track, mais bon, on peut l'appeler RAC, c'est une étude suisse, et une prise en charge standard, ce qu'ils faisaient habituellement. Et vous voyez qu'avec la différence, c'est que ils ont divisé par 2 la durée d'hospitalisation et divisé par 2 la morbidité. Bon, il n'y a pas eu d'effet là sur la mortalité, hein, bien sûr, il y avait moins de 100 patients par groupe, donc c'était difficile à démontrer. Mais vous voyez que simplement en ayant optimisé sur une série qui n'est pas immense, vous avez un gain en termes de morbidité qui est vraiment plus que significatif. C'est également donc moins de morbidité, moins de mortalité. Donc ça, c'est une étude à laquelle j'ai participé avec Frédéric Bizard, que certains connaissent, qui est économiste de la santé. Vous avez les 13 procédures qu'on avait sélectionnées sur les données du PMSI en 2019. Pourquoi 2019? Parce qu'on a introduit un item RAC. Et puis on s'est arrêté à la fin de 2019, parce qu'après c'est 2020, et vous savez ce qui s'était passé, donc ça devenait compliqué de faire des évaluations. Donc on a eu 420 000 actes, 78 000 qui étaient étiquetés RAC, et qu'on a pu apparier 67 000 sur différents critères, dont le score de gravité de Charlson, après sur des choses assez... On a pu faire une étude économique et 2 études ancillaires, l'une sur la mortalité et une étude descriptive. Et donc sur la mortalité à 90 jours, voilà, c'est significatif. On venait d'introduire le concept de RAC au sein du PMSI. C'était purement déclaratif. Il fallait juste dire qu'on avait mis en place des protocoles. Et ça a été suffisant pour montrer, vous voyez, une diminution de la mortalité. Et puis également, les conséquences en termes, mais ça on reverra avec les chiffres un peu plus loin quand je vous parlerai de la partie rôle des anesthésistes, diminution de la DMS, augmentation des gains de productivité, sans modification du taux de réhospitalisation. Alors, on peut se dire, pourquoi ça n'avance pas plus vite? Parce que clairement, ça n'avance pas vite. Là, vous avez ici donc les résultats de la partie descriptive, et vous voyez qu'au mieux, on est à 30% pour les prothèses de hanche ou de genou. Alors, on fait un petit peu en mieux en public qu'en privé, mais enfin, il n'y a pas de quoi trouver ça démentiel, mais la moyenne est à 20%. Alors, on a refait, avec les données 2023, on a regardé, pour l'instant, on n'a pas publié les résultats, parce que celui qui s'en occupait a quitté la France. Et donc, mais ce qu'on a sur à peu près les principaux items, on s'est aperçu que globalement, on avait doublé, quoi. C'est-à-dire que là, on était à 30%, on est passé à 50%, et on a à peu près autour, mais on reste globalement en moyenne inférieure à 50%, là où on devrait être à 99,9%, quoi. Alors, pourquoi optimiser les parcours? Je vais passer très vite, ça a été très bien décrit précédemment par Claude. Cette mortalité, elle est autour entre 10-5 et 10-6 en fonction des études. C'est énorme.
Et pour arriver à montrer des gains, quels qu'ils soient, c'est très compliqué parce il faudrait des cohortes. C'est-à-dire si on change une organisation qui permettrait de réduire ou d'améliorer la mortalité liée à l'anesthésie péropératoire, il faudrait des groupes énormes. Alors que le risque post-opératoire, vous voyez, il est autour de 2%. Et va jusqu'à 40% dans une étude, celle de Gill dans JAMA Surge en 2022, chez les patients de plus de 90 ans. Alors là, clairement, il y a un bénéfice à se poser la question. Alors, qui doit s'en occuper? Donc là, je vous ai mis cette publication de l'Académie de chirurgie, qui a parfaitement décrit la médecine périopératoire. Très, très bien. C'est des patients fragiles, il faut s'en occuper avant, pendant et après. Le problème, c'est que les chirurgiens n'ont pas le temps, et les anesthésistes non plus, ils sont au bloc opératoire. Et ils ne peuvent pas faire. Alors là, on s'est dit, on a appelé l'académie, on les a d'ailleurs invités aux états généraux. Ils sont venus et, comme l'a dit Claude, ils ont largement participé au débat. Ils ne s'étaient pas opposés. Mais clairement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Pourquoi l'EMAR doit s'en occuper? Ça, c'est ce qu'on avait dit avec le CNP. On est les professionnels qui répondent à 3 exigences. Une culture médicale assez généraliste et transversale. La maîtrise des fonctions vitales, et notamment péropératoire, on a vu que c'était important pour le post-opératoire. Et puis, on sait ce que font les chirurgiens et les risques et les impacts que ça peut avoir. Donc, clairement. Donc, on n'est pas les premiers à l'avoir dit. Je vous ai mis une petite série de publications qui ont bien insisté sur l'importance, effectivement, de la place des anesthésistes au sein de la médecine périopératoire. Là, je reprends cette étude qui a cité en fin, parce que pour moi, elle est fondamentale. C'est la seule pour laquelle je vous ai mis l'icône pour la télécharger, parce que pour moi, elle est fondamentale, cette éditoriale de Daniel Sessler. Il rappelle, c'est un succès fragile, les anesthésistes sont très demandés et bien payés. Alors aux États-Unis, mais c'est pas si faux que ça en France également, par rapport aux autres spécialités médicales. Il y avait 3 branches classiquement, la douleur, les soins critiques, mais qui peuvent se détacher. Maintenant, vous avez les patients, les algologues qui disent attendez, les douleurs, occupez-vous du périopératoire, mais nous, après, c'est nous qui sommes les plus adaptés. Vous avez maintenant avec les MIR, donc il y a aussi cette branche qui peut se détacher si on ne fait pas attention. Menace majeure. Alors, aux États-Unis, c'est un vrai problème c'est une vraie question parce que surtout dans les milieux ruraux, les IA, donc les infirmières anesthésistes ont pris un rôle important et jouent un rôle important. Dans plus de la moitié des États aux États-Unis, elles peuvent travailler sans supervision d'un médecin anesthésiste. On a parlé des évolutions chirurgicales, notamment le développement du mini-invasif, les office surgery, qui clairement, pour moi, sont une évolution qui me semble tout à fait pertinente. Les progrès technologiques, notamment sur les médicaments, l'intelligence artificielle, on va en parler après. Et puis les solutions proposées, c'est ce qu'a dit Claude, c'est cette 4e branche, la médecine péropératoire, qui est quelque sorte pour lui la porte de sortie. Alors, vous savez qu'il y a un aphoriste qui dit la France, c'est pas les États-Unis. Alors, c'est pas faux. En France, on est anesthésiste, donc réanimateur. Et ça avait été très bien expliqué, notamment devant à l'Académie de médecine par Fanny Bounès. On a eu l'effet Covid, qui nous a montré qu'on pouvait doubler, grâce aux anesthésistes, la capacité en lit de réanimation. On a montré un rôle important dans le développement de la RAC et de la chirurgie ambulatoire. Et puis, on a ce binôme MAR-IAT qui fonctionne plutôt pas mal, et même bien, avec un modèle et qui est surtout encadré par les décrets. Et puis, on a intégré la médecine périopératoire. Je vous ai mis de Légifrance de 2018, qui a bien rattaché, alors c'est écrit petit, désolé, mais qui a bien rattaché la médecine périopératoire à l'anesthésie-réanimation. Donc il y a un vrai leadership médical à conforter qui est important, en coordination avec les chirurgiens et les soignants. Il faut une implication préopératoire importante, et particulièrement chez les patients à haut risque. Il faut ce suivi post-opératoire. On ne peut pas s'arrêter à la salle de réveil, clairement. Et puis l'articulation avec la médecine de ville, et ça c'est vrai, moi j'en avais discuté, Claude l'a évoqué avec le président du conseil de l'ordre de chez moi à Annecy, et qui nous a dit on vous connaît pas, quoi. Alors moi un petit peu parce que je faisais de la douleur, mais sinon, et alors qu'on a une astreinte ou des gardes 24/24. Donc on est théoriquement tout le temps joignable. Donc là aussi, il y a quelque chose à développer clairement.
Les valorisations, je vous ai remis les résultats de l'étude économique. En gros, vous voyez, on gagnait 1, avec qu'on a fait avec Frédéric Bizard, à peu près 1 jour et demi. Le gain moyen, c'est à peu près 1 000 € par séjour et à peu près 2 millions d'euros par pourcentage de RAC au niveau national. Et clairement, tout ça, ça va où? Pour les établissements et un petit peu la Sécu. Donc clairement, s'il y avait un retour vers ceux qui ont permis ça, les praticiens, chirurgiens, ça serait quelque chose qui serait important. Bon, je vais passer ça là, on verra après. Oui, allez, bon, si, il va me le dire. Est-ce que vous connaissez la théorie de Ricardo? La théorie de Ricardo, elle dit, c'est la théorie des rendements décroissants. C'est-à-dire, pour isoler une maison, tout le début, les 80 premiers pourcents, ça coûte pas cher. Et après, plus vous allez avoir une isolation efficace, et plus ça va coûter cher, ça va coûter cher. Et donc, je vous ai mis, alors tenez pas compte, les échelles, c'est un peu pifométrique, la mortalité est liée à la mortalité périopératoire. Avec les coûts que ça représente. Et si vous regardez, vous voyez que pour la mortalité péropératoire, ben, il va falloir investir beaucoup pour montrer une différence ou un bénéfice. Et à l'inverse, c'est-à-dire, ça avait été évoqué par Claude précédemment, montrer qu'effectivement la médicalisation complète d'une intervention qui serait prise en charge uniquement par des IAD, bah, il faudrait ça c'est ce que disait Sessler également, il faudrait des cohortes énormes. Par contre, la mortalité post-opératoire, vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin de gros investissements pour avoir des résultats, parce qu'on est sur la courbe ascendante. Et clairement, c'est une justification pour pouvoir nous prendre en charge ça, même si, comment dirais-je, on a l'impression de ne pas avoir forcément les moyens, mais il n'y a pas forcément besoin de faire grand-chose, et on l'a vu avec la RAC et l'ambulatoire, pour avoir des gains tout à fait significatifs en termes de résultats sur cette morbidité et mortalité post-opératoire. Les perspectives évidentes, je ne vais pas m'étendre, simplement pour vous conseiller ce qui a été fait aux États généraux, qui a été coordonné par Anne-Claire Lukasiewicz, et qui est vraiment très bien fait sur les perspectives. Ils étaient nombreux dans ce groupe, et ils ont vraiment bien réfléchi là-dessus, et je vous engage fortement, ça devrait sortir, hein, je pense, dans un avenir assez proche dans la revue verte, et je vous engage fortement à avoir ces perspectives. Par contre, ce qui est important, et c'est le dernier message que je voudrais faire passer, c'est si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vous recommande la relecture de l'article de Daniel Sessler. Perte d'influence hospitalière, on ne sera plus concentré que sur le bloc opératoire, et donc on va juste rentrer dans un système, dans une logique, en termes de logique de productivité. Réduction du champ de compétences, parce que clairement, si on ne sort pas, je vous ai parlé des algologues qui vont prendre la douleur, des réanimateurs qui vont continuer à étendre. Bon, ça va être effectivement une perte et moins d'attractivité pour les jeunes. Et puis il y a ce risque de délégation excessive, comme ça se passe actuellement aux États-Unis, qui peut arriver. C'est pour ça que clairement, il est indispensable que nous sortions du bloc opératoire. Ça, c'est vraiment quelque chose avec 5 chantiers stratégiques. Généraliser les protocoles de RAC, on a un rôle à jouer. C'est quand même une façon, j'allais pas dire facile, mais relativement simple, de s'investir dans la médecine périopératoire. Bon, développer et s'investir dans les HDJ, c'est important. Il y a la douleur également. Je ne vais pas parler de l'IA parce que je pense qu'on va en parler après. Et puis renforcer cette articulation ville-hôpital, c'est important que les gens, qu'on se fasse connaître et qu'on a un rôle à jouer qui n'est pas uniquement qui est réduire le risque de complications, c'est important, mais pas que. Mais c'est également le fait qu'on a une valeur ajoutée pour les patients en termes de diminution de la mortalité et de la morbidité. Voilà, donc lâcher et c'est maintenant. C'est-à-dire que quand on met du temps, c'est long pour pouvoir faire changer les habitudes. C'est vraiment long. Donc il faut commencer maintenant. Ce n'est pas demain, effectivement, qu'on va voir tout ce que disait Daniel Sessler, mais ça peut arriver. Et je pense qu'il faut qu'on commence maintenant à choisir le parcours. Et on est les médecins du parcours, dont le péropératoire est une des étapes. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et il ne faut pas qu'on reste dans la cage à se battre pour un petit morceau de fromage. Je pense qu'on veut mieux que ça. Voilà.